Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette soirée lyrique, pour une fois, des Salons du Four. Donc l'année passée, on a eu le 150e du Général Dufour. Cette année, on a le 550e des guerres de Bourgogne. On s'est dit qu'on ne pouvait pas ne pas en parler. Alors, même si Dufour n'y était pas, il y avait peut-être un visage de la Suisse qui aurait changé avec Charles le Téméraire et que Dufour a aussi empêché de changer de son côté. C'est à peu près le seul lien que j'ai pu trouver ce soir avec Dufour. Enfin, pardonnerai de faire une exception. Alors, l'année passée, on avait eu la chance d'avoir comme soutien des Salons du Four les amis du panorama de la bataille de Morat. Et puis, cette année, c'est un petit peu ce partenariat, c'est un peu à nous, un peu à leur renvoyer l'ascenseur. Et donc, j'invite le président de la APF de venir nous dire quelques mots. Et pendant qu'il cause, je ferai défiler le panorama. Les salons du Général Dufour m'avaient fait l'honneur de me donner la parole le 8 mai dernier, lors du dévoilement de votre superbe timbre postal dédié au 150e anniversaire de la mort du général Dufour. Vous avez alors confié, de notre côté, les amis, que nous avions déposé une demande semblable, obtenir nous aussi un timbre commémoratif, cette fois pour marquer les 550 ans des batailles de Grandson et de Morat. Eh bien, la Poste a exaucé notre vœu, et le 7 mai prochain, nous aurons à notre tour le privilège de vivre la même cérémonie que la vôtre, exactement à une année d'intervalle. Cette trilogie philatélique n'est d'ailleurs pas anodine. 2024, le timbre du général Guisan, 2025, celui du général Dufour, et en 26, les batailles de Bourgogne. Trois symboles, trois pans de notre histoire qui se répondent et relient aujourd'hui un peu plus étroitement notre association à vos salons du Four. Le programme du jubilé des 550 ans est, vous le savez, particulièrement riche. Votre flash Léman, que j'ai découvert, c'est un site internet qui résume tout et beaucoup mieux que n'importe qui ce qui va se passer. Ça en donne une excellente synthèse. J'aimerais citer quelques temps forts. Tout d'abord, l'exposition Panorama Digital au musée de Morat, c'est juste à côté du château de Morat, jusqu'à la mi-avril. C'est une expérience immersive qui plonge dans une ambiance intimiste le visiteur au cœur du panorama, créé à partir de la plus grande image numérique au monde d'un objet physique, 1,6 billion de pixels, un record au Guinness Book. Et je peux vous dire, c'est absolument époustouflant. Ensuite, l'exposition au musée d'histoire de Berne, qui présentera tout au long de 2026 notamment l'un des trois rouleaux originaux du panorama, visible pour la première fois depuis Expo 02, un moment sûrement aussi exceptionnel. Et encore, la réouverture du château de Grandson, magnifiquement restauré après 7 ans de travaux, certainement à ne pas manquer non plus. Marc l'a dit, la visite du musée de Concise vous expliquera certainement que la bataille de Grandson s'est en fait déroulée sur la commune de Concise. Et finalement, l'opéra nous dévoilera si Charles a été plus hardi que téméraire durant son règne. Permettez un mot sur notre association. La APM, qui a été fondée en 2014, elle compte aujourd'hui un peu plus de 180 membres et elle poursuit deux objectifs simples mais ambitieux. D'abord, permettre la réouverture publique et durable du panorama dans la région de Morat, sur la commune de Morat si possible. Sur ce plan, les choses avancent. Depuis une année, nous travaillons enfin activement, jusqu'alors tout était bloqué, maintenant ça s'est décanté. Nous travaillons également avec les autorités, ceci jusqu'au niveau fédéral. Rien n'est encore acté, mais nous espérons pouvoir annoncer une étape concrète cette année encore et lancer alors dans la foulée un projet de réalisation. Le deuxième objectif est de soutenir toute initiative contribuant à faire mieux connaître encore et valoriser ce trésor de notre patrimoine suisse, reconnu d'importance nationale par l'Office fédéral de la culture. Nous avons par exemple soutenu la parution de la splendide bande dessinée de Sam Ebleton sur les batailles de Bourgogne, qui a paru aux éditions Cavedita. C'est un jeune qui a dessiné 3 bandes dessinées, et la troisième était sur
les guerres de Bourgogne, l'or, le courage et le sang. Donc on va vous conseiller. Et puis avec le musée de Morat, nous venons d'organiser vendredi dernier une soirée culturelle animée par l'historien Daniel Jacquet, une conférence sur l'évolution évidemment du panorama, de la peinture à l'huile à l'image numérique géante Terrapixel, ainsi qu'en deuxième partie le vernissage de l'expo du musée. La soirée a réuni plus de 200 personnes, dont plusieurs nous venaient de Genève et des Salons du Four, que je remercie ici pour cette présence remarquée et appréciée. Ce fut un vrai succès qui démontre, s'il le fallait encore, l'intérêt et les attentes de la population. Moment mémorable, l'apparition surprise d'un certain Charles Le Hardi, manifestement remis de ses blessures et ressuscité par miracle. Mesdames et messieurs, si cette aventure humaine, historique et culturelle vous touche, rejoignez-nous, ce serait un honneur et une joie sincère de vous compter parmi les amis du panorama. J'ai apporté quelques flyers de présentation, et vous en connaissez, je les ai bien montrés, pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus. Aidez-nous à donner un avenir à cette histoire, c'est un peu notre slogan. Nous avons besoin de votre soutien. Merci de tout cœur pour votre attention et très belle soirée à chacune et à chacun d'entre vous. Merci. Pour vous donner une image un peu plus immersive de ce projet du Terrapixel, je mets une petite musique, on est compte. Donc, ceci, mesdames et messieurs, donc est l'entier du panorama. Donc, je peux m'y balader à souhait. Et ce qui est assez impressionnant, souvent, c'est le niveau de détail du zoom. Des explications, hein, Hans Waldmann. Si je me permets de zoomer sur ce brave Hans, là, si j'arrive vous voyez que c'est dire à quel point la qualité de la photo est impressionnante. C'est qu'on voit carrément de l'image pour voir le tracé du pinceau et faire ainsi deviner la texture du tableau. Impressionnant. Et ça, évidemment, vous y avez tous accès depuis chez vous. Pierre en a parlé tout à l'heure. Parmi les manifestations qui auront lieu cette année, il y a un opéra, Charles, l'opéra du Hardi au Téméraire. Il sera joué au château de Grandson et au château de Bütchenwiller qui est à côté de Morat. Juste avant pour eux, je vais mettre le pitch de l'opéra. Alors, pour faire connaître cet opéra, on s'est dit, on a négocié avec le Mencanor pour dire, ben tiens, et si on faisait une adaptation pour les Salons du Four? Donc ce soir, pour les Salons du Four, ils ont accepté de nous mettre dans la peau du peintre Eugène Burnand, qui a peint La fuite de Charles le Téméraire, et sera le thème de la pièce de ce soir, et je passe la parole tout de suite. On lance la soirée. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup de votre présence. Pour nous, ça représente beaucoup. En effet, Lumen Canor, c'est notre association. Lumen Canor a créé, composé un opéra. Et comme Marc vous l'a dit, on vous propose ici certains extraits de cet opéra sous la forme de costumes,
Alors, vous avez peut-être vu, regardez pas trop, vous allez vous gâcher la surprise. Mais nous avons certains chanteurs qui sont en costume, d'ailleurs réalisés par notre costumière de talent Alice Concordel, et ce sera les costumes qui seront présents lors de l'opéra. Ils vont chanter aussi des chants qui seront présents lors de l'opéra, évidemment. Et pour mettre en valeur leur performance, nous avons tissé une histoire par justement le prisme d'Eugène Burnand. Car le panorama, il est très très beau, le panorama. Mais ce n'est pas la seule peinture. Et on a voulu prendre justement un autre regard sur ces guerres de Bourgogne, un autre regard pictural qu'on va vous présenter ici, sous la forme d'une performance, conférence, de médiation culturelle, théâtralisée par un comédien de talent, Johan Tenisi. Mesdames, Messieurs, sans autre forme de préambule, je vous prie de plonger avec moi dans le rêve de Jeanne Burnand. Il y a urgence. Urgence créative. Chapuis, va voir si ta mère ne possède pas quelques chutes de lin ou de chanvre. Tonnet, va voir si la Nico peut nous sortir son cheval. C'est que nous avons peu de temps. Brown. Louis Brown. Oui, Louis Brown, le peintre allemand, le spécialiste des batailles historiques. Sortira dans quelques mois le panorama de Maurras, donnant une perspective réaliste et épique sur une des batailles fondatrices de notre pays. Je vois déjà ces messieurs-dames de Berne se gausser. Nous autres Suisses gardons de 1476 le souvenir d'une double victoire. D'abord à Grandson, où l'envahisseur Charles le Téméraire fut vaincu une première fois, puis à Maurras, où il fut bouté hors de Suisse en échouant la prise de la ville. Tenez, il vient ce cheval. C'est par son unité nationale et son excellence martiale que la Suisse put triompher d'un tel adversaire. Que ce panorama soit le témoignage de courage et de notre dévotion. Falaise. Double falaise. Moi, déjà, je suis vaudois. Et je ne dis pas ça pour rien. Ça a son importance. Car en 1476, la Suisse n'était pas comme aujourd'hui. Ça fait moins de 100 ans que la Suisse est la Suisse qu'on connaît. Mais on a vite oublié que, en 1476, le Pays de Vaud appartenait à la Savoie. Tout à fait. Vous n'avez pas l'air de mesurer ce que ça signifie. Bon, un peu de contexte. Imaginez. Ici, le puissant duché de Bourgogne, rêvant d'empire et de conquête, avec à sa tête Charles le Téméraire. Il jette un regard de convoitise sur les pauvres petits Suisses qui n'auront pas d'autre choix que de défendre leur liberté. Charles marche sur Grandson. Il fait exécuter la garnison en les pendant ou en les noyant dans le lac. Cependant, les braves confédérés arrivent en renfort et infligent une première défaite aux Bourguignons. Mais ce dernier n'a pas donné son dernier mot. Il veut prendre Berne. Alors il fait route pour la ville fortifiée de Maurras. Cependant, la ville tient. Les confédérés arrivent à temps cette fois-ci. Et le Téméraire est défait. Il doit fuir, suivi par ses officiers. Oui. C'est beau. C'est touchant. Patriotique. Rassembleur. Mais de deux choses l'une.
De un, c'est faux. Je suis désolé, j'y peux rien. Le Téméraire n'a pas lâchement attaqué la Suisse. La situation est plus complexe. Enfin, non, elle est terriblement simple. Ces messieurs de Berne ont pillé le pays de Vaud. Vaud, appartenant à la Savoie. Et cette dernière étant alliée à Charles, le jeu d'alliance se met en marche et la Bourgogne vient défendre ses alliés. Et de deux, vous comprenez que de mon point de vue de petit Vaudois, j'ai pas envie de voir en Charles l'ennemi de la nation, puisqu'il est venu nous défendre. Non. Pour nous, Charles était un allié. Et alors que Brand veut le représenter de manière féroce, en faire un adversaire redoutable pour magnifier les vainqueurs, je ne peux m'empêcher de me demander ce qu'il s'est passé dans la tête du vaincu. Je propose donc une contre-œuvre, mon œuvre. Et bien que cela ne soit pas un panorama, je prévois tout de même un 5 mètres sur 3. Cela sera donc le Téméraire, bien entendu, mais pas au cœur d'une bataille aux détails trop denses. Non. Imaginez, vous êtes en forêt, en train de cueillir quelques champignons ou orties, puis au loin, des bruits de sabots lancés au galop, des aboiements de chiens, le fracas des armures. À peine le temps de vous cacher que surgisse devant vous une compagnie de chevaliers. Il a l'air d'un roi, celui qui est en tête. Et malgré la brièveté de l'instant, vous saisissez l'expression de son visage. Lugubre, enfermé. Vous sentez qu'il ne va pas quelque part, non? Il fuit. Et vous savez comment celui qui gardera le tableau le saura? Hein? Dans notre imaginaire, pour aller quelque part, c'est toujours aller de gauche à droite, comme le sens de lecture. Mais Charles, lui, il va de la droite vers la gauche. Fuir quoi? Qui? Aucune idée. Comment le sauriez-vous? Vous êtes simplement frappé par cet instant, la vérité de cet instant. Et ça suffit. Et derrière, les voix du Jorat. Simplement, puissamment. Nul besoin de château en arrière-plan ou de 1000 détails. Simplement, la forêt. Tenez, c'est pas un cheval, ça, c'est une vache. Non mais c'est pas la même chose. D'ailleurs, vous me trouverez les sapins pour mon atelier. Une petite vingtaine. J'en ai besoin le plus vite possible. C'est pas une blague. J'ai besoin de 20 sapins. J'éprouve ta souffrance, j'écoute son écho. Tes rêves ont embrassé l'errance, ils s'enlisent dans le chaos. Oh, Charles, étourdi par ta peine, ne te laisse pas aveugler, que ton esprit devienne cet espace empreint de clarté. Au seuil de la
et fera taire toutes les voix. Je créerai un espace où le silence est roi. Ça avance. Ça avance bien. Très bien, même. Je planche sur la suite de Charles. Et non, pas la suite... pas ce qui vient après. Je planche sur... je veux dire, sa cour. Gardez la tête droite, je vous prie. Fixez un point. Oui. Notre Charles, en tant que duc de Bourgogne, était non seulement entouré d'officiers, mais aussi de courtisans et d'autres fonctions officielles, de diplomates, d'ambassadeurs, astrologues, médecins de cour, bouffons. Je vous insulte pas. Hein. Je vous regarde parce que je suis en train d'essayer de tenter de saisir le tracé de votre mâchoire. Tous les grands de ce monde avaient un bouffon. Qu'il ait le corps ou l'esprit mal formé, c'est le seul qui pouvait oser l'irrévérence, protégé derrière le masque de l'ironie. Vous pouvez cligner des yeux. C'est pas une photographie. Bref, où en étais-je? Ah oui, la suite de Charles le Téméraire. Vous saviez que c'est grâce à cette cour qu'on a eu un récit détaillé de ce qui s'est passé lors de ces batailles? En effet, Giovanni Pietro Panigarola, l'ambassadeur du duc de Milan, a couché sur lettres son quotidien auprès de Charles. Et c'est curieux, j'ai pu parcourir ces lettres. Ma connaissance de l'italien est relative, mais j'ai pas eu l'impression d'un rapport diplomatique très neutre. C'est... comment dire? Il y a en réalité une poésie qui s'en dégage, une admiration. Comme si Panigarola avait vu avant tout le monde, chez le duc de Bourgogne, ce que l'histoire y verra bien des siècles plus tard. Une tendresse aussi. Oui, c'est ça. Une admiration mêlée de tendresse. Comprenez ma surprise. Un homme dont le surnom est le Téméraire et que connu pour sa cruauté, est dépeint tout autrement à travers le regard de cet ambassadeur. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Charles le Téméraire était un sanguinaire. Certes, en témoigne le massacre de la garnison de Grandson. Néanmoins, ce n'était pas du sadisme. La violence et les morts, pour le duc de Bourgogne, c'était un moyen et pas une fin. Il avait un idéal. Et rien ne pouvait se mettre sur le chemin de cet idéal. Surtout pas la vie humaine. En réalité, permettre, ou plutôt comprendre que Charles le Téméraire visait un idéal, permet de comprendre l'admiration que Panigarola lui vouait. Je ne sais si l'ambassadeur italien appréciait les méthodes du Bourguignon, mais il aimait sa dévotion. Vous ne voyez pas. Mais c'est frustrant pour moi aussi. Je n'ai pas les mots pour vous exprimer cette pensée avec précision. On reprend la semaine prochaine. Travaillez sur votre regard. C'est pas une vache que je peins. Si est serviteur, celui qui se met au service d'un maître,
panorama de Louis Braun a été inauguré à Zurich. Et oui, c'était plutôt pas mal. Mais bon, si je suis tout à fait honnête, ça manque de quelque chose. Déjà, c'est trop... Comment dire? C'est trop. On ne sait pas regarder. Il y a trop de détails, trop de gens, trop d'actions. Et je sais, c'est le concept d'un panorama. Pour ma part, j'aimerais une œuvre qui nous oriente au minimum, qui nous saisisse. Et puis, le rapport à l'histoire. On vante le réalisme de cette toile, mais s'il vous plaît. Certes, on voit que Braun est un peintre militaire, c'est très bien. Bravo à lui. Mais il lui manque parfois un regard d'historien. Par exemple, Braun s'inspire des illustrations de Diebold Schilling, un chroniqueur confédéré contemporain des batailles. C'est bien. C'est un bon réflexe. Cependant, quand Schilling représente Charles et ses officiers en armure toute dorée, avec la croupière du cheval en forme de visage crachant la queue de l'animal, faut peut-être prendre un petit peu de recul et se dire que c'est une vue d'artiste. Peut-être que le doré est là pour représenter un grade d'officier ou un ordre, et que les armures toutes dorées ne sont pas une excellente idée sur un champ de bataille. Même pour les armures de cérémonie, on avait parfois des dessins en or ou en argent, mais jamais toute l'armure. Et puis, le gros visage boursouflé n'est peut-être pas une sculpture, mais un simple dessin sur la barde. Vous vous rendez compte de l'encombrement d'un visage en cuivre sur les fesses d'un cheval? Je vous laisse deviner si Braun a préféré une vision réaliste ou un fantasme romantique. J'ai presque terminé. C'est presque parfait et ça le sera pour l'exposition de Paris. C'est comme je l'avais imaginé. Puissant, épique, avec quelques surprises. Vous saviez que Charles était accompagné par un astrologue? C'est quand même fou, non? Et pourtant, plus j'y pense, plus ça me semble naturel. Dans un monde où les signes règnent, où chaque brume, chaque oiseau, chaque éclat de lune est interprété, comment un chef de guerre pourrait-il avancer sans un lecteur des cieux? Imaginez ce personnage, là, légèrement en retrait, mais toujours à portée d'oreille. Un homme qui observe plus qu'il ne parle, les yeux levés au ciel lorsqu'on lui pose une question. Il marche parmi les armures, les chevaux, la peur, mais lui n'écoute que la nuit. Je les vois très bien. Oui, en habit vert, c'est ça, c'est juste. Un vert profond, presque sombre, comme les forêts du Jura. Un turban soigneusement noué. Non pas par fantaisie orientaliste, non. Simplement parce qu'un astrologue, à cette époque, se devait d'être reconnaissable.
de se distinguer un peu du reste de la cour. Il est là pour dire le contraire de ce que l'on veut entendre. Ou pire, dire quelque chose d'assez vague pour inquiéter tout le monde sans vraiment rassurer personne. Je me plais déjà à imaginer la scène. Morat, un jour avant l'attaque par les confédérés. Le camp bourguignon est tendu. On sait que les Suisses arrivent, mais personne ne sait quand. Le téméraire, lui, ne dort pas. Il se tourne vers son astrologue. Pas pour chercher un miracle, non. Pour chercher une confirmation. Un signe qui dirait « Continue, tu as raison ». Et l'astrologue, que lui répond-il? J'en ai aucune idée. Mais ça me fascine. Que peut-il bien répondre? Il n'a pas pu lui dire « Tu gagneras », car il aurait menti, et c'est bien connu, les astrologues ne mentent jamais. Mais il n'aurait pas pu non plus lui dire « Tu perdras ». L'astrologue craint trop pour sa vie pour répondre cela. Ou, dans le cas où il aurait été écouté, l'Europe aurait eu un autre visage. Que répondre donc? Surtout que, s'il souhaite figurer dans mon tableau, ça doit être quelque chose qui ne fâchera pas le duc. Ce que l'on sait, c'est que la nuit avant l'attaque des confédérés, Charles fut si persuadé que l'attaque ne viendrait pas, qu'il ordonna à ses hommes de lever l'alerte. Le téméraire ne dormit pas, mais ce fut bien le seul. Dans mon tableau, l'astrologue sera là. Pas au centre, pas trop visible, simplement indispensable. Le spectateur ne comprendra peut-être pas tout de suite sa présence. Il la sentira. Parce qu'un tableau, ce n'est pas seulement l'histoire que l'on raconte, c'est aussi ce que l'on cache, légèrement, derrière une silhouette. Un geste, un regard porté ailleurs. Et dans le sien, je veux qu'on voie une inquiétude sincère. Pas la peur des conséquences de cette défaite. Non, ça c'est pour les autres. Lui, il craint que le ciel n'ait cessé de parler. Voilà ce que je veux peindre. Un astrologue qui ne sait plus quoi dire. Et qui, pour la première fois, ne peut plus rassurer personne. Mon Seigneur m'a demandé, perdu, tu questionnes le ciel. Toi me frappes, si tu cherches ma mort cruelle, mort cruelle. Au sixième mois, quand
qui était dans ton pouvoir. Tu l'auras fait. Venez, voyons, pas besoin de faire son timide. Je l'ai trouvé dans le train, à quelques mètres de moi. Charles le Téméraire, le duc de Bourgogne en personne. Je suis pas en train de perdre la boule, non, non. J'ai presque tout. Le tableau est à 2 coups de pinceau d'être terminé. Mais le visage de mon protagoniste me pose encore problème. Et un problème conséquent. De sa réussite dépend la réussite de tout. C'est là que viendra se poser le regard. Et donc, je l'ai trouvé. Il ne s'est pas tout de suite révélé, j'aurais pu passer à côté. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas raconter? Excusez-le, ça le gêne. Un passager passe à côté de lui et percute sa lourde valise, l'ouvrant au passage et brisant les nombreuses babioles qu'elle contenait. Mon Charles entre alors dans une colère noire, en jurant en italien et faisant preuve d'une puissance insoupçonnée. Je l'ai vu. Donc je lui parle. J'arrange quelques compensations et le voilà prêt à poser. Bien, très bien. Mettez-vous en condition. C'est une fuite. Charles, enfin Pellegrini, évitez le grand sourire. Hein. Vous êtes le téméraire. Cette défaite, c'est la fin du... Non. C'est l'échec du récit que vous vous faisiez depuis toujours. C'est l'échec de l'héritage bourguignon. L'échec de l'espoir que votre père mettait en vous. Non, Pellegrini, vous ne mettez pas à pleurer. C'est le personnage, pas vous. Je reviens de Paris. L'œuvre a été reçue. Bien reçue, en général. Je pourrais même me vanter d'avoir remporté la médaille d'argent si j'étais pas aussi modeste. Cependant, il y a toujours des mécontents. Tenez, je peux pas me retenir, je vous partage une critique négative. Vous allez voir, c'est délicieux. Encore un artiste
et non sans valeur, qui s'est trompé. Monsieur Burnand, un Suisse, expose la fuite de Charles le Téméraire après la bataille de Morat. Le sujet avait de quoi inspirer le vieux patriotisme helvétique, mais le vainqueur, pour triompher réellement, ne doit point ridiculiser le vaincu. Or, Charles de Bourgogne et sa suite sont vraiment par trop ridicules. Leur chien qui fuit avec eux et, d'un air plus navré encore que leur maître, ajoute au grotesque de la scène. Comme fond de tableau, des troncs de sapin bien cylindriques, dont on dirait une pépinière de poteaux télégraphiques. Sans doute s'en trouve-t-il comme cela, mais pourquoi les peindre? Ce critique a-t-il déjà vu une vraie forêt? De plus, si les représentations fidèles ne l'intéressent pas, peut-être aura-t-il au moins fait l'effort d'y voir un symbole. Ces sapins, droits, immobiles, solennels, contrastent avec l'action du premier plan. Les hommes peuvent bien courir, s'agiter, fuir. La nature, elle, est puissante, car elle est simplement là. Et puis, m'accuser de patriotisme. A-t-on idée de dire une bêtise pareille? Si le farfadet qui a pondu ces lignes s'était renseigné, il aurait pu écrire que c'est un allié que je peins, le défenseur du pays de Vaud, à qui je rends hommage. Mais même en disant cela, il se serait trompé. Vous aussi, vous vous êtes trompés. Ils ont été nombreux à s'exclamer dans mon atelier, une fois l'œuvre finie, ce ne sont pas les Suisses qui ont battu votre téméraire, ce sont vos sapins. Ce n'est pas une œuvre pour fêter la victoire de la Suisse. C'est une œuvre qui s'attache à un homme, Charles, et ce qui se passe en lui avant que tout ne s'écroule. Regardez. Mais regardez bien. Son univers s'effondre, mais ne reste que la colère. Et celle-ci est encore si puissante que, malgré la fuite, personne n'ose le dépasser. Peu importe la réalité. Le duc, obstiné dans son idéal, reste devant. Même le cavalier au premier plan est obligé de faire cabrer son cheval par respect ou crainte pour le vaincu. Vous savez, la Confédération a voulu me racheter mon tableau. C'est une aimable attention. Ils écrivent « Charles le Téméraire aurait été mis en fort belle lumière dans le nouveau palais du Parlement. » Et c'est effectivement là, à Berne, dans un bâtiment de la Confédération, que, selon nous, cette glorification d'une des plus belles victoires des Suisses serait à sa véritable place. Eux non plus n'ont pas compris. Je leur ai fait une réponse, très cordiale, leur informant que Charles reposera avec ceux qu'il a tenté de défendre dans le pays de Vaud. L'inquiétude me ronge, notre duc, j'en ai peur, assailli par ses songes, s'affaiblit de mon heure. Il jouera pour éclairer sa folie, elle pleure tellement dans ses yeux, je la vois
Mesdames, Messieurs, merci beaucoup pour votre accueil, merci beaucoup pour votre écoute. Ce spectacle, conçu spécialement pour les Salons du Four, n'aurait pas pu voir le jour sans le concours de beaucoup de personnes. Déjà, les Salons du Four, nous remercions bien humblement pour la qualité de leur accueil, mais aussi les instrumentistes Rimena Marazzi et Aurélien Perdreau. Nous avons eu la chance d'avoir en chanteur Sophia Raus et Étienne Anker. Qui ont été mis en scène par Mélanie Carrel, qui est aussi la librettiste de l'œuvre, si elle peut bien se lever pour que tout le monde la reconnaisse et la salue après. Et bien entendu, Johan Tennessee, qui est comédien, qui était Eugène Dupont. Et Grégory Tonnet, qui est l'auteur de cette conférence performée, mais également du scénario de l'opéra. Comme l'a précisé Johan, dans ce projet, nous avons tous plusieurs casquettes, ou couronnes. Il est vrai que Rimena, qui nous a accompagnés ici, a été la pianiste ce soir, mais c'est aussi et surtout la compositrice de l'œuvre. Et notre maître à penser, c'est grâce à elle que nous pouvons mener ce projet fou d'opéra. Je pense qu'on l'applaudisse vraiment bien fort. Mesdames, Messieurs, nous avons finalement évidemment besoin de votre aide dans le cadre de ce projet pharaonique ou témérarique. En effet, vous savez, de mai à août 2026, nous jouons cet opéra à Grandson et à Morat. Rendez-vous compte de la chance et du privilège que nous avons de pouvoir jouer sur les lieux historiques des batailles. Et cet opéra commémoratif a donc évidemment besoin de votre présence, de votre écoute. Et c'est pour ça qu'on vous a mis plein de flyers à la sortie. Si vous avez des amis qui adorent l'opéra, donnez-leur des flyers. Si vous avez des amis qui n'aiment pas l'opéra, dites-leur de venir, ils changeront d'avis. En tout cas, nous avons vraiment besoin de vous pour que cette œuvre puisse vivre, puisse perdurer. Car on est vraiment, c'est un opéra commémoratif. Ça veut dire que c'est un opéra qui fera date. Et ça va être surtout grâce à vous. Je me réjouis de pouvoir en parler davantage avec vous lors d'un petit verre juste après. Et par conséquent, une excellente soirée. Vous allez avoir une petite surprise dans l'endroit où on va faire un apéro. Et là, je vais laisser la parole à François Durand pour nous expliquer cette... Bonsoir. J'ai eu la chance, lors de la mort d'une tante, Jacqueline Burman, comédienne, d'hériter d'elle de cartons dans lesquels se trouvaient des vieux papiers, et ainsi que des rouleaux. Et en les déballant, parce qu'il y en avait beaucoup, j'ai découvert l'admirable reproduction de la flûte de Charles le Téméraire que vous allez voir exposée ici à l'extérieur dans le petit salon où nous allons boire un verre. Je vais vous dire deux mots là-dessus. C'est que la flûte de Charles le Téméraire a fait l'objet d'une publication sous forme d'affiche chez Aurel Fuseli, qui est une reproduction dont j'ai plusieurs exemplaires, assez sombre, assez brunâtre, un peu tristounette, si je puis dire. Et ce qu'on voit là à l'écran est quand même assez vif. Pour une raison étonnante, mon arrière-grand-père Eugène Burnand avait refusé que l'affiche soit publiée telle que vous allez voir cette épreuve d'artiste.
C'est une épreuve d'artiste assez vive, qui est presque chromo, on dirait de la bande dessinée. Elle aurait tout à fait sa place dans un grand volume, comme on vous en a présenté là tout à l'heure. Donc c'est la première caractéristique. Elle n'est pas signée, parce que la reproduction définitive a reçu la signature de mon arrière-grand-père, alors que celle-là, puisqu'il l'a refusée, elle n'est pas signée. Mais on voit les encres qui ont été utilisées pour la reproduction. Autre détail amusant pour l'histoire, l'éditeur et imprimeur qui a travaillé avec Aurel Furius sur la préparation de cette affiche n'est autre que mon grand-père, Marcel Burnon, éditeur d'art à Paris, qui a en fait édité la plupart des œuvres de son père. Et c'est intéressant de voir au fond cette filiation, de voir qu'aujourd'hui, il y a encore des gens de la famille qui s'intéressent à l'œuvre de leur arrière-grand-père, de leur aïeul. Il y a maintenant même, moi c'est mon arrière-grand-père, mais pour mon petit-fils, c'est son arrière-arrière-arrière-grand-mère. Ça commence à faire beaucoup. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Merci de m'avoir entendu.